Mesdames et Messieurs, chers amis. Au nom de la Fondation Frédéric Ebert, je souhaite à vous tous la bienvenue à la conférence sur la sécurité européenne et les perspectives franco-allemandes en défense commune que nous organisons ensemble en coopération avec Europartenaires. L'objectif de notre conférence aujourd'hui est donc, avec une première table ronde, de débattre des exigences et des défis auxquels la politique de sécurité européenne doit répondre. La deuxième table ronde mettra en lumière les contributions de l'Allemagne et de la France au service de la politique de sécurité et de défense de l'Europe. Nous attendons tous avec beaucoup d'impatience le discours d'introduction de M. Hubert Wiedring, ancien ministre des Affaires étrangères et un grand spécialiste des relations internationales dont nous connaissons tous les analyses brillantes, franches et directes sur la complexité de notre monde actuel. Monsieur Wiedring, la parole est à vous. Il y a eu tellement de réunions sur défense européenne, c'est que ça traduit une frustration que la défense de l'Europe, au sens classique, ne soit pas assurée par les Européens. C'est ça la frustration qui fait que sans arrêt, on revient sur ce sujet. Il ne s'agit pas de dire, comme nous sommes des militants un peu déçus et frustrés de la construction européenne, il faut être tout pris il faut absolument trouver un sujet qui soit bon pour la construction européenne. Moi, je ne raisonne pas comme ça. Beaucoup de gens raisonnent comme ça. Qu'est-ce qu'on va dans tout ce fouillis mondial là, effrayant, il faut quand même qu'on trouve un sujet pour démontrer que la PESC fonctionne. Alors on trouvera toujours un petit sujet, un petit pays à condamner, bon, tout ça. Mais ce n'est pas intéressant. Donc je pense qu'il faudrait aborder le vaste sujet qui est celui du désaccord historique des pays européens pour des raisons absolument légitimes, encore une fois sans critiquer qui que ce soit, pour essayer de fabriquer par le haut une synthèse dynamique. Et après on dira, ça relève de l'Union européenne renforcée, clarifiée dans ses esprits. Là c'est clairement l'OTAN. Nous sommes tous ici des militants de l'Europe, donc nous sommes évidemment très inquiets de voir à quel point l'Europe souffre aujourd'hui, c'est mon point de vue en tout cas, de ne pas avoir pu ou voulu prendre en temps utile des décisions qui s'imposaient et maintenant est rattrapée par l'urgence et par la nécessité de faire, mais sans trouver toujours évidemment le ressort des nécessaires coopérations. Un des effets boomerang de l'impuissance ou du refus d'intervention des Européens au Moyen-Orient, eh bien, c'est le retour par le terrorisme. Et deuxième point, la question des réfugiés. Alors, je veux éviter tous les amalgames. Les réfugiés ne sont pas une menace pour les Européens, ce sont des victimes eux-mêmes. Mais ils sont souvent perçus comme des menaces par les sociétés. Et en tout cas, la question des réfugiés, c'est la manifestation en Europe de crises non résolues à l'extérieur de l'Europe. Politiser la politique de défense, je crois qu'il faut que ça devienne une affaire des chefs d'État et de gouvernement, ce qu'ils font. Quand M. Hollande et Mme Merkel se réunissent pour parler des réfugiés et de la Turquie, ils font de la sécurité. Quand ils se réunissent pour parler de Minsk, des accords de Minsk vis-à-vis de l'Ukraine, ils font de la sécurité. Mais je pense qu'il faudrait aller plus loin et créer un conseil de sécurité européen. Et moi, ce que je crois, c'est qu'il faudrait que l'Union ait une politique de sécurité unique en 3 volets. Un volet intérieur, un volet frontière, un volet extérieur. Et tant pis si ce n'est pas les mêmes institutions qui sont à chaque fois responsables, mais il y aurait une cohérence stratégique au niveau de la politique de sécurité. Die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist das schwächste Glied der europäischen Integration. In allen anderen Bereichen europäischer Zusammenarbeit sind wir weiter als bei der Verteidigung. Die Franzosen könnten ja sagen, überlassen wir die Ukraine den Deutschen und also wir kümmern uns mehr um Afrika. Das ist nicht sinnvoll. Sondern also wir müssen gemeinsam jeweils alle diese Probleme angehen. Und die größeren Nationen haben da eben besondere Verantwortung. Da käme es dann aber darauf an, dass man auch die Fähigkeiten hat, auch die militärischen Fähigkeiten, mit Problemen umzugehen, die nicht von den USA gelöst werden. Wir müssen uns hinbewegen auf das Ziel einer gemeinsamen europäischen Armee, die nationalen Armeen ersetzt.
Nicht irgendeine Streitmacht, also nicht 100.000 Soldaten, die also gemeinsam zusammengestellt werden, sondern die europäische Armee als die Addition der nationalen Streitkräfte. Wir haben in Europa, in den 28 Mitgliedsländern der Europäischen Union, heute 1,5 Millionen Soldaten. Das ist mehr als Russland, das ist mehr als die USA. Aber diese 1,5 Millionen Soldaten sind eben organisiert in 28-facher Kleinstaaterei. Diese Kleinstaaterei ist das Problem unserer Effektivität. Wir sind nicht effektiv. Et si on a une ambition de maintenir un certain niveau d'autonomie stratégique, ça a une implication directe sur les capacités critiques, capacité d'entrée en premier, défense antimissile, renseignement, ravitaillement en termes de capacités militaires. Et ces capacités militaires ne doivent pas seulement être déployées, elles doivent aussi être maîtrisées. Maîtrisées, ça veut dire que les forces européennes ont la liberté de leur emploi, la sécurité des approvisionnements et l'accès sans restriction à l'ensemble des données techniques sur lesquelles les performances de ces matériels sont opérées. Et pour avoir cette sécurité des approvisionnements, cette liberté d'emploi et cet accès sans restriction aux données techniques, la seule solution est d'avoir, au niveau européen, une industrie de défense qui soit capable de maîtriser ces technologies critiques. Que nous ne coordonnions, que nous ne rapprochions pas davantage nos points de vue, nos actions, nos sensibilités et en somme nos stratégies. Et par conséquent, aussi nos industries, quelle que soit la mondialisation qu'évoquait l'ambassadrice de Suède, de la fabrication de tout ce qui se fait dans l'ordre de l'industrie, nous ne pouvons pas ne pas avoir été frappés par ce que nous a dit M. Bouvier sur les liens intimes qui existent entre la politique d'industrie de l'armement et la politique étrangère, et par conséquent la diplomatie, et par conséquent l'évidence d'un certain vouloir vivre ensemble. Voici quelques réflexions qui m'étaient venues en écoutant la table ronde précédente, et je me hâte maintenant de donner la parole aux éminents intervenants qui me jouxtent. Si on veut partager une analyse des menaces, il faut déjà commencer par travailler sur les constats et donc partager un certain nombre d'éléments en matière de renseignement et sur le terrorisme en particulier. Le deuxième point sur lequel on pourrait travailler particulièrement, c'est le cyber. Nous sommes tous confrontés au même risque cyber. Et les outils sont les mêmes pour tous. Pour moi, il y a non seulement l'analyse des menaces qui est absolument indispensable, et je pense qu'on peut aujourd'hui travailler sur plusieurs éléments. Sur le terrorisme, entre autres, qui s'exerce sur l'ensemble de l'Europe, mais aussi sur la menace d'États forts, et en particulier la question qui est réelle, qui est celle de la Russie aujourd'hui, et donc du respect des règles internationales et en particulier des frontières. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus que nécessité à travailler déjà dans un certain nombre de domaines ensemble. Mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est que le franco-allemand reste absolument vital pour nous. Il n'y a rien dedans, et le risque est qu'il disparaisse. Et s'il disparaît, l'intérêt français et l'intérêt allemand seront gravement affectés. Le franco-allemand est probablement un bon lieu de prise d'initiative. Ce n'est pas le bon cadre d'action. Ce n'est pas la même chose. Le terrorisme, le djihadisme, c'est un défi mondial. Le bilatéral, comme Patricia l'a dit tout à l'heure en ce qui concerne le partage du renseignement, le bilatéral n'est probablement pas la meilleure réponse en termes de cadre d'action à cette menace-là. Au niveau européen, si Schengen survit, c'est sans aucun doute Schengen qui est le bon cadre, puisqu'il y a un système d'information, qui est le système d'information Schengen. Für die kollektive Verteidigung in der Mitte Europas wird man wohl präsente Stärke brauchen. Also wirkliche Stärke, wirkliche militärische Stärke. Damit niemand auf die Idee kommt, Bündnispartner im Osten Europas zu bedrohen oder einzuschüchtern. Nicht? Dafür brauchen wir das. Da muss Deutschland, aber auch Frankreich, heute seinen solidarischen Beitrag leisten, so wie wir Solidarität empfangen haben in den 40 Jahren des Kalten Krieges.
Ich glaube, das Problem lösen wir am Ende nur, und das hatten wir in der vorherigen Runde diskutiert, wenn wir weitere Schritte machen in Richtung einer wirklichen militärischen Integration von Fähigkeiten. Wir müssen nicht immer mehr in unilaterale Fähigkeiten investieren, sondern wir müssen in gemeinsame Fähigkeiten investieren. Wir müssen Aufgaben teilen, wir müssen sozusagen die unterschiedlichen Teile, die in den verschiedenen Ländern, in 28 Ländern Europas, sagen wir mal in 22 Ländern Europas, die auch Mitglied der NATO sind, diese Fähigkeiten müssen wir zusammenbringen zu einem neuen Ganzen. Dazu wäre gut, wenn Frankreich seine Überlegungen Richtung unilateraler Handlungsfähigkeit nochmal überdenken würde. Also wie viel Unilateralismus ist unbedingt nötig und wie kann man den im Zweifel auch organisieren, wenn man mehr integriert? Ich glaube, man kann trotzdem noch sehr viel tun. Mais plus nous aurons de débats franco-allemands, je pense, et plus nous pourrons apporter notre modeste contribution au progrès, sachant que c'est l'avenir de l'Europe qui est en jeu. Si nous ne résolvons pas la question de la sécurité européenne, après avoir balbutié sur la question économique et sur la question sociale, on est plutôt en bonne voie. Très franchement, je pense que c'est notre Europe qui est en danger. Et notre Europe, il y en a qui l'aiment pas trop, mais notre Europe, c'est nous. C'est chacun d'entre nous. Donc, ne fût-ce qu'au regard de nos égoïstes intérêts nationaux, je pense que nous avons un urgent besoin d'agir. Merci en tout cas pour vous d'avoir été là jusqu'à cette fin d'après-midi.